En 1990, 60% des Français déclaraient que la place du travail dans leur vie était très importante. En 2022, ils ne sont plus que 21%. Que s'est-il passé ? Ce chiffre est révélateur d'une profonde mutation de notre relation au travail qui touche tous les secteurs et toutes les classes d'âge. Bonjour, je suis Sybille Lemaire, fondatrice du Club Landois, qui regroupe un collectif d'entreprises pionnières et engagées qui agissent pour réussir cette transformation sociale avec une idée simple. Quel pacte social souhaitons-nous écrire qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable ? 29 juin 2023, Assemblée nationale. Le Club Landois organise une journée de débat sur le thème du travail avec la députée Astrid Panosyan-Bouvet. Vous vous apprêtez à écouter la table ronde numéro 2, Comment permettre à chacun de vivre dignement de son travail, une discussion animée par Séverin Husson, rédacteur en chef du journal La Croix. Bonjour à tous. Nous, on va plancher sur comment permettre à chacun de vivre dignement de son travail. C'est un sujet complexe que celui de la dignité. C'est un concept flottant en plus qui a évolué au cours du temps. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale, traumatisée par la barbarie de ce conflit, avait confié à la dignité un rôle de bouclier contre les atteintes à la vie humaine. Il était question de la dignité, je voulais juste rappeler cette phrase dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui parle de dignité et qui dit « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Voilà, là on parle d'une dignité au sens, disons, ontologique du terme, c'est-à-dire que la dignité est un concept, une valeur absolue, intrinsèque, inaliénable, qui est liée au simple fait d'être humain. C'est une dignité qu'on n'a pas à conquérir, qu'on ne mérite pas, mais qu'on ne peut pas perdre. Le concept a évolué avec une dignité plutôt, j'allais dire, au sens postural, qui est liée au maintien, à la tenue, à la décence, à la pudeur. On est digne selon qu'on maîtrise sa conduite, ou qu'on maîtrise, disons, l'animalité qui est en nous, qu'on est maître de soi. Cette dignité posturale, on peut la mesurer et on peut la perdre. Et on peut peut-être la gagner en travaillant. C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, je fais un peu le malin, mais je reprends un papier qu'on a fait paraître dans La Croix, un papier sur le concept de dignité, qui a été signé de ma collègue Élodie Moreau, que je voulais citer quand même. Voilà. D'ailleurs, ce concept de dignité posturale, c'est la définition du Larousse. Je suis allé voir avant de venir. À dignement, le Larousse dit d'une manière qui inspire le respect, qui convient, et le Larousse donne comme synonyme correctement, honorablement, respectablement. Alors, on va voir pendant ces trois quarts d'heure, 1 heure, comment notre travail peut permettre à chacun de nous de vivre dignement, correctement, respectablement. Qu'est-ce que ce travail doit nous offrir ? Qu'est-ce qu'il doit nous permettre et qu'est-ce qu'il doit nous autoriser, voilà. Qu'est-ce que ce travail doit nous permettre, nous offrir pour que nous gagnions ou en tout cas pour que nous ne perdions pas cette dignité. Pour répondre à cette question, alors il y avait Arthur Delaporte qui est député PS mais qui s'absente quelques minutes. Je vais commencer par les présents. Anne Griffon, vous êtes directrice de Château Forme Inside, qui est une entreprise créée il y a une 30aine d'années. Et vous ouvrez des lieux dédiés à l'accueil d'événements d'entreprise. Vous avez 70 lieux, vous opérez 70 lieux dans 7 pays. C'est une entreprise qui a bien grandi. Vous avez 2000 salariés aujourd'hui. Et vous êtes autour de cette table parce que dans votre entreprise, il y a une forte culture d'entreprise. Quand on s'est téléphoné hier, vous avez défini votre entreprise comme une entreprise humaniste. Donc, vous allez nous dire comment, à partir des valeurs que vous avez développées au sein de l'entreprise, vous espérez aider les salariés à vivre dignement de leur travail. Bonjour à tous et avec grand plaisir pour témoigner. Guillaume Desnaux, vous êtes cofondateur d'Alenvie, qui est une entreprise sociale créée il y a 7 ans, qui emploie aujourd'hui 90 auxiliaires de vie, essentiellement en région parisienne.
Voilà, c'est une entreprise à mission qui a le statut ESUS, donc qui évidemment a aussi une forte culture d'entreprise. Et vous êtes dans un secteur qu'on présente souvent, voilà, avec disons un peu malmené, où le bonheur au travail est peut-être pas toujours largement répandu. Donc vous nous direz comment vous avez essayé de rompre avec les vieilles pratiques, comme vous me l'avez dit hier au téléphone. Je précise que vous êtes également coprésident de la communauté des entreprises à mission depuis très peu de temps. Et puis à votre droite, Mathieu Hervé Barouillet, vous êtes président de la CFE-CGC Paris. Vous êtes par ailleurs salarié de la Massif. Voilà, CFE-CGC, tout le monde connaît. Vous m'avez précisé hier que vous ne saviez plus s'il fallait dire un syndicat réformiste ou pas. Voilà, donc je présente comme ça. Oui, je préciserai effectivement l'évolution sémantique que la CFE-CGC essaye d'introduire dans la façon dont elle se définit, depuis à l'initiative de son président confédéral François Omril, mais on verra ça tout à l'heure, et je me permets de donner quelques chiffres quand même. La CFE-CGC, pas Paris, l'ensemble de la Confédération, c'est à peu près 170 000 adhérents, 27 fédérations, 230 syndicats et plus de 10 000 sections d'entreprises dans le pays, voilà, et 96 unions départementales, dont celle de Paris, que j'ai l'honneur de présider. Et donc syndicat des cadres, oui. Je voulais qu'on commence par un tour de table extrêmement rapide. À la limite, j'aimerais bien que vous me citiez 3 mots. Qu'est-ce qu'un emploi digne ? Qu'est-ce que doit offrir un emploi ? Sur quelles valeurs doivent reposer l'emploi pour permettre à ses salariés de vivre dignement ? On peut commencer. Voilà, Arthur Delaporte est revenu. On peut commencer avec vous, Anne. Peut-être 3 mots simplement, trois valeurs importantes pour qu'on puisse vivre dignement de son travail. Alors nous, on aime bien le terme valeur, puisque comme vous le disiez, on n'a pas été autoproclamé entreprise humaniste. C'est en échangeant sur notre façon de travailler et d'être totalement centré sur l'individu et dire que la seule et vraie valeur de l'entreprise, c'est l'individu. Et en échangeant, de fil en aiguille, on a fini par se rendre compte qu'il y avait un mot qui définissait ce type d'entreprise, sont les entreprises humanistes. Alors depuis, on a progressé. Alors je vais essayer de respecter ce trait de jeu. Trois mots. Qu'est-ce qu'il faut offrir aux salariés ? Est-ce que c'est de l'autonomie ? Est-ce que c'est un salaire ? Est-ce que c'est de la formation ? On ne travaille pas que pour la gloire. Il faut un salaire, évidemment. Ça c'est la base. Et est-ce que c'est du sens ? Est-ce que c'est qui permet de vivre dignement, avoir du sens et avoir de l'autonomie. D'accord. Salaire, sens, autonomie. Arthur Delaporte. Moi j'aurais dit salaire, sens, émancipation. Mais finalement, ça revient à peu près à la même chose. Guillaume. Je pense qu'on va tous être d'accord, mais je dirais sécurité, lien social via le travail, et dans l'émancipation, moi je dirais sens et projection. Hervé. Mathieu. Pardon, Mathieu. Pas de problème. Moi, on pourrait reprendre effectivement tous les adjectifs qui viennent d'être cités. Et là, je me permettrais juste une petite précision sémantique, c'est qu'il y a comment on peut vivre, c'est le sujet de notre table ronde, comment permettre à chacun de vivre dignement de son travail. Moi, je suis syndicaliste, donc c'est aussi comment permettre à chacun de vivre dignement le travail. Parce que sinon, effectivement, si on en est juste sur la dimension dignement de son travail, il y aura une dimension rémunération qui sera là, il y aura une dimension de réalisation personnelle à travers l'emploi occupé, et il y aura une dimension de valeur sociale de ce travail, c'est-à-dire de reconnaissance, puisque tous les métiers ne se valent pas, on le sait, et de ce point de vue-là, voilà, je pense qu'il faudra aussi que notre table ronde permette d'évoquer cet aspect qui est de vivre dignement le travail, et pas seulement dignement de son travail. D'accord, c'est effectivement une précision importante. On va quand même commencer par parler du salaire ou de la rémunération, parce que le salaire n'est évidemment qu'une partie de la rémunération, pour passer ensuite aux autres composantes qui permettent de vivre dignement de son travail. Le salaire ou la rémunération, on sait qu'avoir un emploi protège pas de la pauvreté en France. Je vais juste rappeler un chiffre qui est que, selon une étude de l'Observatoire des inégalités qui date de l'an dernier,
mais qui s'appuie sur des chiffres de l'INSEE de 2019. 1,2 million de personnes en emploi disposaient d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, qui est de 50% du revenu médian, donc en gros 900 € par mois. Si on monte à 60% du seuil de pauvreté, ça fait 2,1 millions de personnes. Donc c'est évidemment des chiffres importants qui sont stables en réalité depuis une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a de la flexibilisation du droit du travail, on a des emplois qui sont précaires, on a une multiplication de parfois de temps partiel, on a des alternances entre des périodes de chômage et des périodes de précarité. Arthur Delaporte, vous avez travaillé auprès d'auxiliaires de vie dans votre circonscription. Je voulais vous interroger là-dessus et je voulais vous interroger du coup sur le bon niveau de rémunération. Quelle est la valeur digne d'un emploi ? Ça permet de poser la question de la valeur du travail. Moi, je n'aime pas ceux qui, quand on emploie la valeur travail, parce que le travail n'est pas une valeur en soi. Mais c'est vrai que vous posez cette question, et je salue d'ailleurs Astrid Panosyan-Bouvet qui m'a proposé de venir ce matin, parce que c'est un sujet aussi qu'elle a suivi, parce qu'elle est venue, Astrid, également négocier, accompagner, on va dire, les salariés auprès de la direction du groupe Orpea, parce que c'était une filiale en fait du groupe Orpea qui s'est mise en grève. Et finalement, aujourd'hui, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, c'est des métiers qui sont extrêmement précarisés, mais aussi extrêmement fragmentés. Et qui dit fragmentation, dit difficulté à se regrouper pour faire entendre ses intérêts et donc finalement à obtenir une amélioration de ses conditions de travail. C'était des femmes qui ne se connaissaient pas et qui se sont découvertes dans un mouvement social. Pourquoi ça s'est passé à Caen l'hiver dernier et pourquoi ça ne se passe jamais ailleurs ? Ça, c'est la petite étincelle que personne ne pourra expliquer. Ça peut être lié à une, deux ou trois individualités un peu plus énergiques. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est inexplicable parce que ce phénomène de la précarité des aides à domicile qu'on a pu constater dans cette grève de 45 jours qui a été... qui a débouché sur un succès, une revalorisation de 50% des indemnités kilométriques, de 31 centimes à 45 centimes du kilomètre, à un moment où l'inflation faisait payer, on payait pour aller travailler, parce que ça coûtait plus cher d'aller travailler. Quand on se déplace le matin de chez soi pour faire 50 km pour aller prendre son premier lieu, puis derrière, on a des déplacements toute la journée, elle perdait de l'argent. Et puis surtout, c'est des journées à rallonge. Parce que c'est, on va dire, 9h, 13h, et puis on reprend potentiellement à 15h, mais on n'a pas le temps de rentrer chez soi. Donc on finit derrière à 20h, 20h30, 21h, parce qu'en fait, on peut prendre du retard, c'est une course contre la montre, et c'est un temps sur lequel on n'est pas forcément rémunéré. Alors, ce que je dis là est peut-être une banalité pour beaucoup d'entre vous, mais finalement, quand on a demandé aux dirigeants du groupe quel était le niveau de salaire des employés, quels étaient leurs avantages en nature, par exemple, est-ce qu'ils avaient des paniers repas, etc., le dirigeant a dit oh mais quand même le midi si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous pour manger, vous pouvez faire comme moi, aller au café du coin. Et donc vous imaginez quand vous dites ça à des femmes qui gagnent entre 750 et 800 € par mois, qui ont à peine de quoi manger, que vous dites vous allez prendre un café à 1 ou 2 euros quand vous finissez votre mois à découvert. Finalement, c'est un symbole aussi de la déconnexion des élites. Donc voilà, cette grève-là, ça a été l'occasion de voir que ces femmes, elles désirent travailler, elles trouvent énormément de sens dans leur travail, mais elles sont, à côté de ça, extrêmement précaires. Ça permet d'aller prolonger le constat de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que comment on mesure la précarité ? Comment est-ce qu'on mesure le travail précaire ? Comment est-ce qu'on mesure aussi sa valeur ? Comment est-ce qu'on donne sa valeur au travail ? Il y a une question, c'est est-ce que le travail est utile socialement ? Mais sauf qu'on sait que le travail n'est pas rémunéré de façon proportionnelle à son utilité sociale. Ces femmes, ces métiers du lien, elles ont un rôle indispensable. Et pour autant, ça fait partie, elles sont rémunérées tout juste au niveau du SMIC, mais finalement, quand vous intégrez tous les coûts annexes liés au travail, elles sont rémunérées bien moins que le SMIC. Mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. À l'Assemblée nationale, on a par exemple des femmes de ménage qui sont extrêmement mal rémunérées aussi. Et qui, moi je le vois bien sur celle qui fait mon étage,
quand j'arrive un peu tôt le matin, parce que c'est aussi des métiers qui sont invisibles, hein. Donc si on arrive à 9h, on les voit pas. Si on arrive à 7h45, 8h, on peut les croiser. Eh bien, en fait, elle se lève à 3h du matin. Elle vient à l'Assemblée nationale de 6h, elle arrive un peu plus tôt, de 6h à 9h en gros, et puis derrière elle reprend un métro, elle a en gros 1 heure ou 2 de pause, mais enfin qu'elle peut pas utiliser, et derrière elle reprend un deuxième travail à midi jusqu'à 16h. Voilà. Et elle rentre chez elle et elle s'occupe de ses enfants, parce qu'elle l'a pas vu le matin. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est la réalité de ce travail fragmenté qui est extrêmement peu rémunéré. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste ? La réponse est non. Si on devait dire oui, il faut augmenter, il faut revaloriser tous les salaires, c'est ce que nous on porte. On dit il faut revaloriser déjà le niveau du SMIC. C'est ce qu'on porte. Je dis nous, la gauche. Hein. Mais sauf que on sait très bien aussi que derrière cela, notamment dans tous ces métiers du lien, il y a des aides qui sont versées pour payer les salaires, l'APA, l'aide personnelle à l'autonomie. Et finalement, le niveau de l'APA ne permet pas aux sociétés de rémunérer convenablement l'heure de travail. Donc le SMIC, c'est bien, mais derrière, il y a aussi un rôle de l'État d'avoir une politique publique qui permet de valoriser ou de revaloriser les bas salaires. Et je finirai en disant que ça ne concerne pas que les bas salaires. Qu'aujourd'hui, on a finalement un appauvrissement généralisé des classes moyennes inférieures. Le niveau du salaire médian en France, alors salaire moyen, c'est à peu près stable, mais le salaire médian, il baisse. Parce que finalement, on a un tassement des échelles moyennes et basses des salaires, alors qu'à côté de ça, on a une progression des salaires moyens élevés et supérieurs. Et donc, cet accroissement des inégalités, qui ne peut pas se voir quand on regarde le niveau moyen de l'évolution des salaires, il est réel. Donc, il y a aussi un travail à faire sur la question de l'échelle des salaires. C'est ce qu'on a essayé de porter, notamment dans la loi qu'on vient de voter. J'ai voté pour, malgré une frustration sur l'incomplétude de cette loi de transposition de l'ANI. Mais la question de l'échelle des salaires, c'est important. Comment on arrive à limiter les écarts de rémunération dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas des salaires qui soient déconnectés totalement de leur utilité sociale, même si c'est quelque chose qui est finalement impossible à mesurer. Alors, on voit qu'il y a la question du salaire, il y a la question des rémunérations hors salaire, ce que vous avez très bien décrit. Guillaume Desnaux, vous êtes chef d'entreprise dans un secteur qui est très proche de ce qui vient de nous être décrit, avec un modèle qui est très différent. La totalité de vos salariés sont à plein temps, si j'ai bien compris, en CDI à plein temps. Une majorité. Une majorité. Et en fait, nous, c'est très intéressant ce qu'a dit monsieur le député, parce que moi, il y a 7 ans, on a créé une entreprise sociale donc, qui s'appelle À l'Envie dans l'aide à domicile. Et avec 2 amis, on se disait, mais il faut créer un cadre de travail différent, parce que finalement, beaucoup de gens innovent dans ce qu'on appelle la silver économie, à mon avis, parfois à tort, parce que c'est pas parce qu'on a des cheveux gris que d'un seul coup c'est une nouvelle économie. Mais beaucoup de gens cherchent à innover d'un point de vue technique, mais il y a assez peu d'innovation dans le cadre de travail. Et on s'est demandé, finalement, c'est quoi un bon cadre de travail pour des auxiliaires de vie ? Et on a commencé par rencontrer des dizaines d'auxiliaires de vie. Et ce qu'on a entendu, c'est évidemment le constat de précarité que vous avez fait, monsieur le député, mais c'est un autre constat dont il faut toujours lier les deux, parce qu'un cadre de travail, c'est un tout. L'autre constat, c'est une déshumanisation du travail, avec des modes d'organisation du travail qu'on pourrait qualifier de néo-tayloristes, qui déshumanisent. Un exemple très concret qu'on entend tout le temps quand on parle à des auxiliaires de vie, c'est, voilà, moi j'étais chez monsieur Untel, je savais qu'il avait besoin de moi 5 minutes de plus. Quand on dit besoin, c'est pas besoin d'un service, d'une tâche sur une liste de tâches que lui a fait un employeur. Il y a un besoin humain, un besoin d'un lien, d'une empathie. Et j'ai la personne après, je sais qu'elle peut attendre 5 minutes de plus, parce que je la connais, je la vois tous les jours. Et j'ai une pointeuse. Et puis, au-dessus de moi, il y a quelqu'un dans un bureau, on a dit, le contrôle qualité, c'est la ponctualité. Donc, cette personne-là va me taper sur les doigts si jamais je reste trop longtemps chez madame Untel. Et en fait, cette injonction contradictoire, elle est très difficile à vivre. Elle crée énormément de souffrance. Et nous, face à ça, on s'est inspiré d'un modèle aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg, qui a révolutionné le soin infirmier à domicile là-bas. Et on est parti d'une idée simple, c'est que si une auxiliaire de vie est capable de s'occuper d'une personne âgée, ce qui est très complexe, elle est capable de faire plein d'autres choses, notamment d'organiser son travail avec ses collègues. Et donc, on a créé des équipes autonomes d'auxiliaires de vie, alors qui sont salariés, qui sont mieux payés que dans les autres entreprises,
qui ont beaucoup de temps plein, beaucoup d'heures supplémentaires aussi, parce que le cadre de travail, y compris au niveau financier, c'est aussi un tout. C'est évidemment le fait d'avoir un emploi du temps qu'on peut faire, conciliable avec une vie de famille. Mais c'est aussi de l'autonomie. Donc ces équipes sectorisées, les auxiliaires vont gérer elles-mêmes les plannings, vont gérer la relation avec les familles, elles vont faire elles-mêmes les premières visites pour expliquer les services que peut proposer l'entreprise. Elles vont décider qui elles recrutent dans leurs équipes. Et le fait de faire ça, très simplement, ça fait qu'on a un absentéisme de 5 à 6%, comme une entreprise dans un secteur classique, là où c'est facilement 15 à 20. Et quand je dis nous, c'est nous à l'envie, mais en fait, on a essaimé dans le sens où il y a un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, qui aussi bien dans des associations que dans des entreprises a popularisé ce modèle, cette philosophie d'organisation, je dirais plutôt, en équipe autonome, aussi bien dans des associations, dans des entreprises. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que ça essaime, y compris dans des grands groupes. Vous l'avez peut-être vu, Korian, cette semaine, a annoncé qu'ils allaient lancer des maisonnées avec une polyvalence des rôles dans les 10% des EHPAD, après un test réussi à Bagneux, je crois, dans un EHPAD. Donc, ce que je veux dire, et la manière dont je résume bien les choses, c'est qu'on s'intéresse souvent, quand on parle de travail, et dans beaucoup de domaines, au quoi et au combien. C'est évidemment important, mais si on oublie le pourquoi et le comment, eh bien, on se perd. Et donc, j'ajouterais qu'au-delà de comment on travaille l'organisation, il faut aussi redonner du sens. Donc, moi, on est aussi société à mission. Moi, je suis coprésident de la communauté des entreprises à mission. Donc, c'est très important aussi de redonner du sens, de reverbaliser pourquoi on fait ce travail. Et si je donnerais aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, ne jamais, à mon avis, que ce soit une entreprise ou via une législation, augmenter les salaires sans réfléchir aussi à redonner du sens et à travailler et à réfléchir sur comment on travaille, c'est presque délétère. Vous voyez, aujourd'hui, dans le Ségur de la santé, il y a une augmentation massive. Allez parler à n'importe quel professionnel de santé. Si son employeur, alors heureusement, on voit que les employeurs sont justement en train de faire la phase d'après, puisqu'on voit beaucoup de groupes de cliniques, de groupes d'EHPAD qui deviennent sociétés à mission, qui font de l'innovation managériale. Donc la phase d'après est en train d'arriver, mais idéalement, si on pouvait faire les deux ensemble, je pense qu'on aurait des politiques aussi bien publiques que des politiques d'entreprise, beaucoup plus, qui éviteraient en fait le désengagement qu'on voit aujourd'hui dans notre secteur et dans d'autres. Je voudrais quand même, c'est évidemment essentiel de parler du pourquoi. Je voudrais qu'on reste quand même une seconde encore sur la question du combien. Vous avez dit que vos salariés sont plutôt mieux payés que oui, nous, ils sont en moyenne dans le secteur. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites sur la question de l'échelle des salaires qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur le député? Alors nous, l'échelle des salaires, c'est très simple. Nous, on est ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Il y a un barème maximum de 1 à 7. On en est très loin puisque personne n'est payé plus de 7 fois le salaire minimum. Et les auxiliaires de vie, globalement, sont payés à peu près toutes le même salaire. Et donc, dans le salaire, il y a plusieurs choses. Il y a le taux horaire qui est évidemment important. Chez nous, il est 15% au-dessus du SMIC. Mais là, il y a le SMIC a augmenté et tous les employeurs ont quand même augmenté le SMIC et les tarifs APA ont augmenté. Donc, on peut quand même saluer justement que sur le combien, il y a eu des progrès, même si, mais si vous voulez, évidemment qu'il faut toujours demander plus, mais en même temps, je veux pas faire en même temps, n'a aucune connotation politique dans ma bouche, mais il faut aussi toujours que les employeurs se disent comment, avec ce que j'ai, je fais du mieux que je peux. Parce que aujourd'hui, on dépense 30 milliards sur la perte d'autonomie. C'était beaucoup moins il y a 10 ans, et pour autant, il y a beaucoup de problèmes, et on crée même des problèmes sociaux chez les gens qu'on emploie, que ce soit dans les EHPAD, dans l'aide à domicile. Donc, il y a vraiment une responsabilisation, je pense, des employeurs à d'un côté montrer leurs problèmes, demander plus de financement, mais aussi s'évertuer en travaillant le comment et le pourquoi, à créer des cadres de travail qui soient des vrais collectifs dans lesquels les salariés ont envie de se projeter. Aujourd'hui, c'est assez dramatique de voir dans nos métiers la mercenarisation du travail. Aujourd'hui, les EHPAD fonctionnent de plus en plus avec des vacataires où finalement les gens en tarif à l'heure gagnent plutôt bien, parfois enchaînent des semaines où ils font plein d'heures, plus que le droit du travail leur autorise parce qu'ils cumulent sur plusieurs employeurs. Après, ils font des pauses et en fait, ça ne doit pas être une fatalité. Il faut pas céder, et je pense, et il faut vouloir créer des collectifs de travail en travaillant vraiment la manière dont on travaille et le sens qu'on donne au travail. Mathieu avait barouillé sur cette question du salaire ou de la rémunération. Je voulais vous interroger sur le texte là, qui vient d'être signé. En quoi est-ce que ce texte autour du partage de la valeur que vous avez signé quand il était à l'étape de la discussion entre les partenaires sociaux, en quoi est-ce qu'il peut permettre aux salariés ou aux employés de vivre dignement de leur travail ou de se sentir peut-être partie prenante de la bonne marge de leur entreprise quand il y a du dividende à distribuer? Eh bien, écoutez, déjà, oui, c'est un texte dont on se félicite qu'il prenne la forme qu'il est en train de prendre. Hein. On a eu un échange avec Astrid Banosian-Bouvet au mois de février, en plein milieu
du débat sur la réforme des retraites, qui a pris la forme qu'on a vue après, dans lequel j'ai beaucoup insisté sur le respect de la démocratie sociale, que je n'oppose pas à la démocratie politique. Du tout, et en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui du texte de loi sur la reconnaissance, effectivement une reconnaissance financière plus importante pour les salariés, je crois que la démocratie sociale a vraiment joué un rôle d'entraînement, et en cela c'est exemplaire de ce que nous, CFE-CGC et d'autres partenaires sociaux cherchons à faire, c'est-à-dire à pouvoir intervenir et influer à notre niveau, sans préjuger de ce que le thème, que certains thèmes puissent être repris ensuite au niveau législatif ou réglementaire. Mais il est véritablement important que dans le fonctionnement normal d'une société, la démocratie sociale soit respectée. Et on peut pas dire que ça a été véritablement le cas depuis, alors je dirais pas 6 ans, parce que on pourrait croire aussi un raccourci politique. Je dirais que ça avait commencé, hélas, avant. Pour nous, il est véritablement essentiel que la négociation au niveau des branches, la négociation en général, dans le cadre des entreprises, soit davantage reconnue. Sur le texte tel qu'il se présente aujourd'hui, il est encore en train d'être voté. Je voyais qu'il y avait des amendements qui passaient, donc je pourrais vraiment véritablement vous. Il vient écoutez, voilà. C'est ce que vous êtes parti faire, donc j'ai pas la version définitive, donc je me garderai de, voilà. En tout cas, effectivement, sur le principe, on s'en félicite. Donc le PS a voté pour, c'est ce qu'on a compris. Voilà, je crois que Monsieur le député avait dit que c'était un petit pas, un premier pas dans la bonne direction, effectivement, que c'était insuffisant. On va aller dans ce sens-là aussi. C'est insuffisant. Alors c'est insuffisant, c'est insuffisant. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème entre prime et salaire, ou entre rémunération hors salaire et salaire? Alors, il y a déjà ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure, les salaires en France occupent une place bien moins importante dans la valeur produite, puisque ils sont passés de, si je me souviens bien, en 1997, ils représentaient à peu près 59% de la valeur produite, et ils en représentent guère plus que 54,5 aujourd'hui. Donc on peut pas dire, on en avait discuté hier aussi. Moi, la valeur travail, je suis, j'entends depuis 15-20 ans, on exalte la valeur travail en permanence. Pour autant, les mêmes qui exaltent la valeur travail, c'est en général ceux qui trouvent que le travail coûte trop cher. Donc, moi, je note le paradoxe. Si c'était pas aussi grave, je m'en amuserais. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait d'autres formes de rémunération qui puissent contribuer à ce qu'on vive dignement de son travail. Mais il y a des vraies questions qui se posent tout de même sur l'augmentation des salaires dans un contexte d'inflation très important. La CFE-CGC propose depuis plusieurs années maintenant que vous savez, au niveau des entreprises, on a les NAO, chaque année, négociation annuelle obligatoire, que quand dans une entreprise on n'a pas réussi, il n'y a pas eu d'accord avec la direction pendant 3 années consécutives, bien qu'il y ait une NAO contrainte qui s'applique et qui soit à hauteur de l'inflation de l'année précédente. Ce qui permettrait effectivement d'avoir, parce qu'on est en train d'assister, hélas, à une sorte de décrochage des salaires par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Je vous donnerai cet exemple-là. En 1959, les dépenses contraintes des salariés représentaient à peu près 12% de leurs revenus. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc, chaque mois, ce que vous touchez avant toute chose, vous avez déjà 30% qui partent dans votre loyer, dans votre nourriture, puisque la nourriture coûte cher désormais, l'énergie. Donc, effectivement, il faut tout ne peut pas être le salaire ne peut pas tout régler. On en est complètement d'accord, mais il faut effectivement, après avoir été dans une perspective malthusienne, je dirais, vis-à-vis des salaires depuis plusieurs années. Et ça, je pense qu'il faut véritablement qu'on s'interroge, qu'on redonne aux salaires plus de place, que le texte de loi tel qu'il a voté, que j'aurai plaisir donc de découvrir dans sa version définitive après notre réunion, permette à plus d'entreprises de partager sous la forme d'intéressement ou de participation
la valeur produite, à la valeur à laquelle les salariés ont contribué, parce que on a aussi mis beaucoup en avant pendant longtemps l'entrepreneur. Les entrepreneurs et les entreprises, certes, innovent, proposent du travail, mais c'est bien les salariés qui permettent la réalisation des projets et des rêves des uns et des autres. Merci. Anne Griffon, on va terminer ce premier tour de table avec vous, mais comme l'heure tourne, je vais vous poser les deux questions à la fois. La question de la politique salariale au sein de votre entreprise. Et puis, du coup, vous avez beaucoup insisté sur les valeurs qui irriguent Château Fort. En quoi ces valeurs participent à aider vos employés à vivre dignement de leur travail, à y trouver du sens? En fait, je vous disais, l'individu est vraiment au centre de l'entreprise et ça rejoint exactement ce que vous venez de dire juste avant, c'est que on a vraiment une politique salariale. Alors, j'aurais aimé ne pas parler de salaire parce qu'en fait, il s'avère que ça ne doit pas être un sujet chez nous parce qu'il est réévalué. On a les NAO chaque année, on est complètement centré sur l'individu. On vient du café, hôtel, restaurant, donc beaucoup de métiers difficiles. On a du personnel de ménage, on a toutes ces populations qui étaient si peu reconnues avant Covid et qui ont explosé à la figure de beaucoup pendant cette période. Donc on a un salaire, typiquement on a des primes pour les salaires parisiens parce qu'on sait que justement vivre à Paris décemment nécessite d'avoir un salaire qui n'est pas dans la moyenne nationale. On a un principe de participation et d'intéressement puisque justement on parlait du fait que si l'entreprise produit de la valeur, c'est bien grâce à ses salariés et donc il est tout à fait normal que ce soit les salariés qui soient en premier lieu rétribués et donc cette participation et cet intéressement, il est indexé sur le taux de satisfaction des clients qui viennent chez nous puisque pour le coup ce sont bien les collaborateurs qu'on appelle des talents qui vont permettre de générer une satisfaction totale des participants qui passent nos portes et donc il est bien normal qu'ils soient rétribués. Et je voulais rajouter à ça que les investisseurs qui sont dans le groupe Château Fort ne touchent pas de dividendes depuis le début parce qu'ils réinvestissent et s'ils veulent sortir, ils vendent leurs actions entre eux, mais il y a clairement pas cette partie et je pense que c'est le nerf de la guerre et justement toute la responsabilité des entreprises. Moi, je m'étais noté, vous parliez effectivement de sociétés comme Orpea ou autres. Il s'avère que nous, on travaillait avec Corian, qui est effectivement devenue société à émission et qui a une autre vision de l'entreprise et de ce que doivent faire les individus dans son entreprise. Donc on peut parler de sociétés qui sont effectivement à utiliser une matière première qui pour eux est l'individu et qui est vraiment juste là pour fournir de la matière première et de la chair pour pouvoir produire du bénéfice ou essayer de créer un projet d'entreprise ensemble, vivre une aventure humaine et se sentir vraiment utile à ce que l'on produit. Et c'est bien là, pour moi, tout l'intérêt, c'est pour ça que je voulais pas m'attarder sur le salaire, c'est avoir un sens à ce que je fais. Et c'est bien la première chose sur laquelle on va vraiment travailler avec nos collaborateurs, avec nos talents, c'est quel est le sens de ce que tu fais, que tu sois casserolier, que tu sois à faire le ménage ou que tu sois à débarrasser des assiettes tous les jours. Ton métier, il est absolument indispensable pour que les gens qui passent nos portes soient, dans la mesure du possible, à minima, enchantés par la journée qu'ils vont vivre. Alors concrètement, comment vous faites pour donner du sens à ces tâches qui sont pas forcément épanouissantes ou qui sont elles peuvent l'être en fait. Elles peuvent l'être. Alors comment vous faites? C'est justement leur expliquer ce qu'on appelle le why. Alors ça, c'est Simon Sinek, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui travaille là-dessus. C'est pourquoi je me lève le matin, quel est l'intérêt, le rôle de l'entreprise et dans cette entreprise de chacun des individus. Pourquoi je me lève, pourquoi je me bats, et on va pas tous sauver des vies, non, on n'a pas tous cette vocation-là, mais voyez, juste faire des séminaires, finalement, je peux y trouver un intérêt absolument primordial pour moi, qui est donner du plaisir aux gens, faire en sorte qu'ils vont se retrouver, créer du lien, créer des connexions. Et créer du lien et pouvoir se parler dans cette société, c'est déjà énorme. Et quand on explique ça à tous les gens qui viennent animer une maison, donc nos 70 lieux, qui sont soit
70 micro-entreprises pour nous, et c'est là qu'on arrive à cette notion d'autonomie, c'est qu'on n'est pas autocratique sur voilà comment il faut faire, mais c'est voilà les clés de la maison. Voilà, vous, unité de 30, 40 personnes, comment vous allez pouvoir animer et donner vie à ce lieu et créer un projet ensemble qui va vraiment se passer quelque chose, qu'on fait communauté et que les gens sont heureux de pouvoir participer à ça. Et on leur demande de participer, de donner leur avis et de voir comment ils ont envie de participer à ce projet, que je fasse la plonge ou que je débarrasse des assiettes ou que je sois responsable de l'équipe de 50 personnes. Tout le monde a sa parole à donner. Mathieu Hervé Barouillet, sur ce volet hors rémunération, quand dans les 3 valeurs que je vous ai demandé tout à l'heure, vous avez cité la sécurité de l'emploi, j'imagine. Voilà, quel lien vous faites entre cette valeur de la sécurité de l'emploi et le fait de vivre dignement de son travail ? Il fallait entendre sécurité à la fois de l'emploi, sécurité dans son emploi aussi, puisque hélas, la France est un pays dans lequel il y a encore beaucoup trop d'accidents du travail. On n'est pas bien placé. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là, parce que c'est anormal que vous partiez travailler un matin et qu'il puisse vous arriver, alors on pense immédiatement au chantier, mais il n'y a pas que ça. Et la sécurité, oui, la sécurité, elle doit aussi s'entendre, une sécurité par rapport au risque de perdre son emploi, par rapport une sécurité également, je dirais, par rapport à la capacité que les salariés auront à se projeter dans l'avenir et à se dire que c'est souvent le cas dans les entreprises qui peuvent s'autoriser parfois à être absents. Pas un absentéisme systémique, mais hélas, et c'est particulièrement vrai pour les populations cadres, il y a des risques qui sont de l'ordre des risques psychosociaux qui sont hélas très peu reconnus actuellement, qui frappent des populations entières de salariés. Et je prends un chiffre qui a été publié la semaine dernière. 50% des cadres ont été en arrêt de travail l'année dernière. Alors, heureusement, il n'y a pas que les risques psychosociaux qui expliquent ce chiffre. Ça peut être aussi des risques, voilà, ça peut être aussi les maladies saisonnières, le Covid, voilà, ça peut être plein de choses. Mais je pense qu'il faut que les salariés se sentent effectivement en sécurité et puissent se retrouver. Se projeter dans leur emploi avec la sérénité de savoir que on va leur laisser le temps de reconstituer leur force de travail, puisque ça c'est un point qui est essentiel pour nous. Faut pas s'arrêter en permanence sur les risques de fraude, voilà, parce que on fait de cas qui sont marginaux une généralité et on cherche des boucs émissaires. C'est normal dans le travail d'être malade de temps en temps et il faut intégrer cette dimension-là. L'entreprise doit l'intégrer. Le salarié doit savoir qu'il ne risque rien si c'est pour un motif valable. C'est un motif qui doit être respecté et qu'on doit lui faire confiance a priori. Et vous avez une petite inquiétude sur les jours de carence qui pourraient être rediscutés. En tout cas, visiblement, il y a une réflexion autour de ça au sein de la majorité. Oui, effectivement. Donc là, je ne pourrais que dire une chose, c'est que avant de sortir la grosse artillerie, il faut s'intéresser aux raisons des arrêts, de l'absentéisme quand ça commence à devenir un peu plus, à s'ancrer un petit peu dans les mœurs. Après, ce qui serait bien, c'est effectivement ce soit pas à nouveau les salariés qui aient à payer le fait d'être malades, parce que la plupart ils sont juste malades. Et vous savez qu'on leur demande de justifier dans la journée, dans les 24 heures, leur absence. Bon, il a échappé à personne qu'il est extrêmement difficile de trouver un médecin en ce moment en France et à Paris aussi, faut le savoir. Donc, si on est sur une application pure et dure, les gens vont simplement s'interdire d'aller chez le médecin, parfois aggraver le mal dont ils souffrent. Et il faut là-dessus, je pense qu'il est urgent de ne pas se précipiter. Voilà, je fais passer le message des fois que on a toujours des très bonnes idées au niveau et on est très créatif parfois au niveau législatif, mais
pense qu'il faut y aller mollo, et là-dessus, les partenaires sociaux ont une expertise à apporter. Arthur Delaporte, moi j'avais envie de vous interroger sur la question des livreurs des plateformes numériques. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile à réglementer ? On voit bien que s'il y a des gens qui vivent peut-être pas dignement de leur travail, ce sont eux qui sont un peu les nouveaux forçats de notre économie ubérisée. Voilà, il y a eu des discussions, il y a des emplois qui ont été requalifiés en salariat, il y a des discussions au niveau européen, mais on voit que tout ça est très compliqué. Voilà, que font les parlementaires ? Si je peux me permettre sur que font les parlementaires, revenir sur 2 points. Déjà, les parlementaires, comme en tout cas de mon groupe, sont évidemment hostiles à la suppression des jours de carence parce que ça a des effets désastreux en termes de prévention, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'un des enjeux pour mieux lutter pour l'amélioration de la santé globale, ce qui a un impact par ailleurs positif sur l'économie, c'est bien la question de la prévention et donc la capacité aussi à aller chez le médecin et à pas désinciter finalement cela. J'ai compris que vous étiez, j'espère que j'ai bien compris, vous êtes hostile à la suppression des jours de carence. D'accord, parce que ça pouvait prêter à confusion, on n'aurait pas été d'accord. Hostile à la suppression des jours de carence. Voilà. Et nous sommes d'accord. Voilà. Et l'inverse est un scandale, mais on a ici des représentants de la majorité qui pourront évidemment s'en justifier mieux que moi sur les tables rondes suivantes. Juste un point, Orpea est en train de devenir une entreprise à mission. Ils sont pas société à mission aujourd'hui, Orpea. Mais ils réfléchissent au sujet, effectivement. Voilà. Parce que c'est bien le sens peut-être que doivent prendre aussi toutes ces entreprises du lien, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire un business absolu de quelque chose qui est d'abord humain. Et donc, voilà, le fait que cet acteur premier s'engage dans sa voie, même s'il n'y est pas encore, est un témoin. Mon actionnariat, qui est la Caisse des dépôts maintenant, est sous contrôle de l'Assemblée nationale. Et donc, qu'une entreprise qui a comme capital l'intérêt général, je dirais représenté par l'Assemblée, qu'elle ne soit pas société à mission, moi, me choquerait profondément, en fait. Mais ça peut être l'objet d'une prochaine table ronde, les entreprises à mission. Mais c'est très intéressant. J'ai pas répondu à la question. Voilà. Non, mais je voulais faire 2 points sur ces interpellations. Sur la question des travailleurs des plateformes. Alors, il faut savoir qu'il y a en ce moment une discussion au niveau européen. Et que le pays qui a le plus bloqué pour la question de la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, c'est la France. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où il y avait un mouvement pour reconnaître ces travailleurs comme des salariés, et donc les droits afférents, parce qu'on n'a pas assez dit tout à l'heure, mais oui, c'est très bien le partage de la valeur, les intéressements, la participation, etc. Mais le salaire, c'est d'abord aussi des cotisations et donc des droits et du salaire différé. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que les travailleurs des plateformes, non seulement ils ont des rémunérations qui peuvent donner l'impression d'être à l'instant T plutôt attractives, mais qu'il y a un jour où ils se rendent compte qu'ils n'ont pas cotisé, qu'ils n'ont pas de retraite, qu'ils n'ont pas de droit au chômage, à l'assurance, à la prise en compte des congés maladie, etc. Donc oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question des travailleurs des plateformes. C'était un combat, et c'est toujours un combat, qui est mené par le commissaire européen Nicolas Schmit. Mais malheureusement, aujourd'hui, la France n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'elle, étant donné l'ampleur du sujet. Donc nous, en tant que parlementaires nationaux, on peut toujours essayer de le faire, mais on sait très bien aussi que la régulation des plateformes, c'est quelque chose qui se fait d'abord à l'échelle européenne. Ok, si on veut garder quelques minutes pour les questions, je vous passe la parole, Guillaume. Sur cette question, je crois que vous avez cité le sens aussi lors de ma première question. Au-delà de la rémunération, qu'est-ce qui rend un travail digne ? Alors voilà, peut-être que vous pouvez Moi, je voudrais conclure. Sur le sens, aborder le sujet des formations, parce qu'aujourd'hui, dans mon métier, et je pense que c'est le vrai dans d'autres, en fait, les formations, qu'elles soient initiales ou en continu, ne reflètent pas la réalité des métiers. Et aujourd'hui, si on veut bien définir un métier, quand même, la formation, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, les auxiliaires de vie, et c'est vrai aussi des professionnels du soin, sont pour en grande majorité, en réalité, des professionnels de l'empathie, de la création de liens. Ouvrez un référentiel de formation, vous ne verrez rien là-dessus. Et aujourd'hui, c'est presque paradoxal, c'est-à-dire qu'on forme
des cadres de plus en plus aux soft skills pour pas qu'ils fassent de burn-out, qui pètent un plomb comme on dit dans leur quotidien, des personnes qui sont toute la journée avec des personnes âgées qui ont souvent des troubles cognitifs, dans des conditions matérielles elles-mêmes très difficiles, avec des aidants familiaux qui sont souvent aussi dans des situations très stressantes. On n'a pas jugé utile de mettre dans leur référentiel des formations sur la gestion des émotions, la communication, le feedback, la collaboration. Donc nous on a créé par exemple des formations certifiantes sur ces sujets en formation continue, mais je profite d'être dans cette enceinte pour dire qu'on a un mal fou à faire passer ça dans les référentiels de formation initiale, à les faire changer, parce que voilà, on est dans des métiers aussi fragmentés en termes de branches, où finalement il y a plein de diplômes différents, plein de conditions d'exercice différentes sur plusieurs branches pour un même métier, ce qui est aussi un problème et qui permet pas de donner un sens. Si vous voulez, dans le monde du soin, par exemple, si je compare le soin au monde du prendre soin des auxiliaires de vie, dans le monde du soin, au moins, on a une vraie unité professionnelle. On est aide-soignant, il y a une formation qui est unique, il y a des conditions d'exercice qui sont bien définies par une convention collective. Dans le monde du prendre soin, il y a 4 conventions collectives différentes qui peuvent abriter votre exercice professionnel, et c'est très problématique. On a fait beaucoup de plaidoyers pendant le Covid avec plein de gens. Il y a eu des rapports formidables faits par Myriam El Khomri notamment, etc. Ça n'a pas bougé parce que derrière, il y a chaque branche un peu qui a tendance parfois à défendre sa vision des choses, et c'est dommageable. Voilà. Alors, comment permettre à chacun de vivre dignement de son travail? On a donné quelques pistes, la formation, le salaire, la rémunération hors salaire, le sens, la sécurité, etc. Vous avez sûrement plein d'autres pistes. Et donc, on va passer la parole à la salle. C'est plus une remarque. Je suis content que ce soit les auxiliaires de vie qui soient pris en exemple pour le vivre dignement du travail. Parce que c'est typiquement le type d'emploi qui demande des sacrifices. Donc, parce que quand on fait les levées, on est là tôt le matin. Quand on fait les couchers tard le soir, on a une grosse pause effectivement, mais on rentre pas chez soi parce que l'aller-retour c'est pas dans les frais kilométriques. Enfin bref, donc c'est typiquement le type d'emploi où il y a quand même beaucoup de sacrifices personnels et peu de rémunération, même après le Covid, parce qu'ils n'étaient pas dans le Ségur de la santé, les auxiliaires de vie à domicile. Ils ont eu l'avenant 43, mais pour avoir l'avenant 43, faut être diplômé. Et là, le sens de ma remarque, vous parliez de formation. La plupart des auxiliaires de vie aujourd'hui ne sont pas diplômés. C'est des formations qu'elles ont en continu, sur le tas, mais donc dans leur rémunération, elles n'ont pas une rémunération de personnes diplômées. Donc elles sont très mal rémunérées pour la plupart. Et dans le vivre dignement de son travail, il y a aussi le type de contrat. Alors vous, chez Allenvie, vous dites que vous avez donc une majorité de CDI à temps plein, c'est ça? Dans beaucoup d'associations, notamment dans les milieux ruraux, ce sont des contrats qui sont souvent en CDD, parfois en CDI, mais très rarement à temps plein. Donc c'est des heures supplémentaires. Donc il y a un train de vie qui s'installe comme ça, sauf que pendant les congés, il n'y a pas d'heures supplémentaires et il n'y a pas de frais kilométriques. Donc du coup, sur le vivre dignement de son travail, il y a le diplôme, et donc la formation initiale, l'école, etc., etc., et la formation continue, et le fait de reconnaître, pour le coup, là, le sujet spécifiquement des auxiliaires de vie, comme du personnel médical, parce que pendant le Covid, elles étaient là, elles sont allées au charbon aussi, mais elles n'ont pas été reconnues. Voilà. Il y avait un autre bras, oui, madame. Merci de me donner la parole. Je vais demander l'indulgence de l'Assemblée, la salle, pour ce que je vais dire, parce que je suis un peu émue. Depuis la table ronde 2, nous sommes à la 2, la première, tout ce bruit dans mon esprit, tellement c'est riche et intéressant et ça suscite des émotions. Alors j'interviens ici en tant que AESH. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des accompagnants des élèves en situation de handicap. Et je travaille donc dans le secondaire, au second degré, dans un lycée de renom à Louis-le-Grand. Et je suis très heureuse de prendre la parole au nom de tous ceux qui ne peuvent pas la prendre ici, pour rappeler un peu et poser une question ensuite. Donc, se posent de graves problèmes de salaire et du vivre dignement de son travail. Quel que soit le travail que nous exerçons, nous l'avons choisi, nous l'aimons et nous souhaitons pouvoir en vivre dignement. Alors, il y a des choses qui existent dans le privé qu'on appelle des promotions. Quand on est reconnu dans son travail pour la qualité du travail fourni, ça existe. Dans les entreprises privées, il y a des fonctionnaires qui ont des avancements et les AESH qui travaillent comme des agents du service public qui sont payés par un ministère, le rectorat, l'académie et toutes ces personnes-là qui se donnent, qui peuvent parfois être très diplômés comme moi. Je suis pas là pour parler de moi, mais j'ai choisi ce métier après avoir tenté d'être enseignante. C'est pas par
par dépit. C'est simplement parce que ça correspondait à ce que j'aimais donner dans un travail, l'investissement et surtout accompagner des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire. Ça suppose des compétences. Pour ce que j'en sais, on ne se met pas aux côtés d'un enfant sans avoir une formation adaptée. Les auxiliaires, les infirmières, les aides-soignantes sont préparées à traiter psychologiquement les personnes qu'elles accompagnent. Et l'auxiliaire, l'AESH, qui accompagne l'élève, doit maîtriser son terrain, c'est-à-dire l'institution éducative, l'école, et surtout avoir des compétences qui soient reconnues pour pouvoir exercer ce métier qui est noble, à mon sens, et qui mérite d'être reconnu et valorisé. Alors, il y a des marches, il y a des parlementaires qui en parlent, mais sur le terrain, il y a des personnes comme moi qui sont très appréciées parce que nous ne sommes pas nombreuses à exercer à un certain niveau et à ajouter notre pierre à l'édifice. Je parle ici du lycée Louis-le-Grand quand même, dans lequel je travaille après avoir travaillé à Henri IV, où mes compétences ont été reconnues, mais je reviens là-dessus pour poser ces deux questions finalement, à savoir la promotion, la reconnaissance du travail bien fait, passe pas par juste un bouquet de fleurs, comprenez-moi monsieur, ça passe aussi par la reconnaissance au niveau salaire et que les choses bougent, ne serait-ce que pour marquer cette différence du mérite et du travail bien fait. Merci. Est-ce que vous voulez répondre, Arthur ? Merci. Merci déjà pour votre témoignage. Vous savez, j'étais lundi matin dans une école et quand je suis arrivé, j'allais voir des enfants, j'ai été interpellé immédiatement par les deux AESH de l'école. Et c'est comme ça, mais je ne vais pas dire toutes les semaines, mais les AESH, c'est une profession qui est l'une des moins reconnues ou moins rémunérées. Parce que finalement, on ne décide pas forcément non plus de son volume horaire. On parle souvent du temps partiel, mais la plupart des AESH, c'est du temps partiel subi. Parce que on va avoir des volumes de 12 heures, donc ça fait, en gros, on va être à 24 heures par mois. Et là, donc elle me disait, nous, on a un peu d'ancienneté, elle avait de l'ancienneté, à 24 heures par mois, avec de l'ancienneté, on gagne 900 € par mois. Hein. Donc, voilà, ça, c'est la réalité. Alors certes, il y a eu des évolutions récentes avec la CDIsation, mais la CDIsation, c'est pas la titularisation des AESH. Et donc, les AESH ne sont pas encore reconnus comme des fonctionnaires, alors qu'elles exercent une mission de fonctionnaire. Et donc, on n'a pas les droits afférents, on n'a pas la sécurité afférente, et on n'a pas la reconnaissance. Et pour vous dire, madame, on a l'impression qu'on compte pour du beurre. C'est l'expression qu'elles ont employée la semaine dernière, parce que si vous accompagnez une sortie scolaire, par exemple, vous n'êtes pas reconnu comme encadrant. Les parents sont reconnus comme encadrants. On sait très bien que la ESH, elle va pas accompagner que le gamin, elle va contribuer à encadrer le groupe. Et ça, c'est des petites frustrations qui aussi vont au-delà de la question du salaire. Mais évidemment, vous avez raison, la question du salaire, c'est le premier pilier de la question de la reconnaissance. Mais ça me permet juste de répondre, parce que je voulais dire un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure. On a beaucoup parlé de la question des différentes formes de rémunération, etc. Mais quand on parle de vivre dignement, il y a à la fois ce qu'on a pour payer ses courses, mais il y a aussi le prix des courses. Et qu'il y a deux leviers pour agir, finalement. On agit sur les salaires ou sur la rémunération indirecte, mais on agit aussi sur les prix. Or, quand on regarde aujourd'hui le Nutella qui en un mois a encore pris 15 centimes, quand on regarde le prix, j'avais pris deux, trois petites notes, mais du sucre qui a augmenté de 40% en un an, est-ce que vous pensez
que c'est justifié. On a bien vu l'étude du FMI de la semaine dernière qui montre que, notamment en France, une grande partie de l'inflation est liée aussi au profit des entreprises. Là, l'État, il a un rôle régulateur qu'il n'a pas assumé. Et donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les bas salaires, qui sont ceux qui évoluent le moins, sont ceux qui ont le plus payé l'inflation. Parce qu'on a le niveau moyen de l'inflation, mais on a évidemment le niveau de l'inflation pour les plus bas salaires, qui est de 16%. Et derrière, je vais venir aussi sur le rôle de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire l'État ? Il peut mettre en place des compensations, des compléments. Donc il y a la prime d'activité. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à partir du moment où on est en couple, on n'a pas le droit forcément à la prime d'activité. Donc les AESH, elles sont à 900 €, mais elles n'ont pas le droit à la prime d'activité. Et donc ça, c'est évidemment un élément de plus qui va s'ajouter. Donc moi, il y a aussi une étape qu'on pourrait franchir, c'est la question de l'individualisation des prestations sociales pour que le salaire soit conçu comme un salaire et que s'il y a des compléments, il soit comme tel. Parce que sinon, si vous avez un salaire, ça va être un salaire d'un couple. Et donc, finalement, vous n'aurez pas le droit, par exemple, au RSA, etc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un des sujets qu'on peut porter à l'avenir, même si c'est extrêmement complexe, le sujet de l'individualisation, de la déconjugalisation des aides sociales. Mais c'est finalement, des revenus indirects qui sont liés à l'État, mais qui contribuent finalement à compenser aujourd'hui la faiblesse des bas salaires. Et on n'en avait pas parlé jusqu'à, mais je pense que c'était important de le dire. Guillaume, j'ai pris que vous Je voulais juste réagir très, très rapidement à votre point sur l'évolution professionnelle et les parcours professionnels, parce que c'est vraiment un angle mort dans tout le secteur du prendre soin. Et pour moi, c'est très lié au fait de reconnaître les compétences humaines de ces métiers. Et on voit dans les organisations plus collaboratives, d'une part, sur le terrain, les professionnels acquièrent des compétences en travaillant eux-mêmes sur le recrutement, sur l'organisation du travail, et les fonctions d'encadrement sont repensées. Donc on a des encadrants qui sont des coachs et non pas des managers tout-puissants chargés d'une sorte de rationalité qui imposerait des choses aux autres. Donc le fait d'avoir des managers coachs, c'est des managers chez qui on valorise les compétences humaines et donc on peut faire des évolutions du rôle d'auxiliaire de vie, aide-soignant à manager. Mais derrière, c'est un changement culturel très fort en France, parce qu'en France, on considère que pour être encadrant, il faut avoir, en gros, avoir été bon à un moment donné dans votre vie, en dissertation ou en mathématiques, et c'est ça qui vous amène à ça. Alors que les compétences humaines qu'on aimerait tous voir plus répandues chez les managers, qu'on soit managé soi-même ou qu'on manage des managers, on aimerait tous qu'ils soient meilleurs parfois en relations humaines, et pourtant on valorise pas ces compétences humaines dans les parcours de formation qui peuvent amener au management. Donc il y a un paradoxe à résoudre, mais le secteur du prendre soin est le bon endroit pour y travailler. Je vois beaucoup de têtes qui approuvent ce que vous venez de dire. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Merci à tous. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode des Rencontres du Club Landois, un podcast du groupe Bayard. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains événements et nos actualités du Club Landois, je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn.